Bonjour chers toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver avec ce 10e thème du module de management des ressources humaines, un thème qui est relatif à l'évaluation des performances du personnel. Commençons par l'introduction. Quel est l'objectif de ce thème, de ce module? C'est de pouvoir maîtriser le processus d'évaluation des performances des salariés au sein d'une entreprise. Nous allons être préoccupés à répondre à deux principales questions, à savoir pourquoi l'évaluation des salariés au sein de l'entreprise, et en deuxième lieu, on va s'intéresser au comment de l'évaluation des collaborateurs. Commençons par les quelques notions d'évaluation, notamment la définition. Là, on voit que l'évaluation est un ensemble de méthodes et de techniques qui consistent à mesurer et à apprécier les compétences d'un salarié au sein d'une entreprise. C'est la définition la plus simple. Dans ce processus ou bien dans cette pratique d'évaluation, les objectifs visés sont estimer les capacités des ressources humaines. On veut savoir approximativement quelles sont les capacités des ressources humaines qui sont présentes dans une entreprise. En deuxième lieu, l'objectif de l'évaluation, c'est d'optimiser la gestion des carrières de ces salariés, donc des salariés de l'entreprise. En troisième lieu, l'objectif est d'ajuster le système ou les systèmes de formation dans l'entreprise. Tout cela pour pouvoir créer de la valeur, pouvoir générer une valeur ajoutée de la part des salariés de l'entreprise. L'évaluation constitue alors un facteur déterminant parce que elle conduit à la formation, elle conduit à la promotion, elle peut conduire à la mobilité ou aux adaptations de la rémunération. Ce sont les conséquences d'une évaluation. Une évaluation peut amener à développer des stratégies de formation, de promotion, de gestion de carrière de manière générale, ou bien à mettre en place une nouvelle stratégie de rémunération. Et cela en conséquence au résultat des évaluations. Quelles sont les composantes d'un processus d'évaluation? Il s'agit de répondre à 5 types de questions. La première question est de savoir pourquoi évaluer. Là, on cherche le but de l'évaluation. Et le but de l'évaluation, c'est de répondre à un vœu des salariés en termes d'opinion et de perspective. Un deuxième but de l'évaluation, c'est de pouvoir responsabiliser l'encadrement face au comportement discrétionnaire des salariés. Un troisième objectif, c'est de faciliter la gestion des carrières des salariés au sein de l'entreprise. Voilà les principales raisons de l'évaluation, les principaux objectifs de l'évaluation. En deuxième lieu, il faut se poser la question de savoir quoi évaluer. Qu'est-ce qu'il faut évaluer chez les salariés? On peut évaluer plusieurs critères. Par exemple, la personnalité de l'individu, le comportement au travail, le niveau de collaboration, etc., etc. On va le voir un peu plus en détail. Ce qu'il faut évaluer, ce sont des critères précis qui doivent être préalablement définis. Troisième question, parmi les composantes d'un processus d'évaluation, il s'agit de se poser, de s'intéresser à savoir qui participe, par exemple, à l'évaluation. Quels sont les acteurs qui doivent intervenir pendant l'évaluation. Nous en avons identifié 4. Il s'agit du supérieur hiérarchique. Ça peut être un autre supérieur qui n'est pas le supérieur hiérarchique direct. Il y a l'évalué, la personne qui est évaluée. Il y a les pairs des évaluateurs ou bien les collaborateurs, donc les collaborateurs de l'évalué, ainsi que les clients. Il peut y avoir d'autres personnes, mais les principales sont celles-ci qui ont été identifiées.
La quatrième question, l'avant-dernière question, qui fait partie des composantes d'un processus d'évaluation, c'est de savoir comment évaluer, quel est le processus, quelles sont les méthodes, quelles sont les techniques. J'en ai résumé 3. Donc, il faut impliquer l'ensemble de toutes les parties prenantes. Ça, c'est la première technique, ça va même de soi avec le principe. Il faut impliquer toutes les parties prenantes à l'évaluation. En deuxième lieu, il faut mettre en place des principes de base à respecter. Parmi les principes de base à respecter, il y a l'objectivité et le respect du cadre ou des cadres réglementaires de l'entreprise. Et cela va permettre l'adaptabilité et la cohérence dans le processus d'évaluation en raison des critères qui auront été définis. Troisième technique ou troisième méthode, il faut accorder du temps à l'évaluation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à la hâte. Il faut prendre son temps, être impliqué, surtout se préparer personnellement parce que l'évaluation nécessite, par exemple, la maîtrise de la législation, de la réglementation en vigueur au sein de l'entreprise et dans le pays où se trouve l'entreprise. La dernière question qui fait partie des composants du processus d'évaluation, de savoir au nom de quoi évaluer. Là, on cherche à savoir la légitimité de l'évaluation. Une évaluation n'a de sens que si les procédures et les résultats sont acceptés et acceptables par les parties intéressées, les parties qui interviennent. Donc, les acteurs qui interviennent doivent accepter les procédures et les résultats. Si ces procédures et les résultats ne sont pas acceptés ni acceptables, c'est que l'évaluation perd sa légitimité. Excusez-moi. Le deuxième élément, c'est le respect des critères élaborés à l'avance. J'en ai tantôt parlé. Il faut préciser les critères d'évaluation à l'avance. Et l'évaluation n'aura de sens que si ces critères auront été respectés. Enfin, il y a le respect de la réglementation et des valeurs. Ça, c'est classique. Une évaluation qui ne respecte pas la réglementation ni les valeurs ne sera pas acceptée et ça porte préjudice à sa légitimité. Voilà, en quelque sorte, c'est en essayant de répondre à ces 5 questions qu'on va maîtriser, qu'on va comprendre les composantes du processus d'évaluation. Alors, pour me résumer sur les composantes du processus d'évaluation, il s'agit d'un processus qui est basé sur l'élaboration de quoi? L'élaboration d'un référentiel. Un référentiel est très important en matière d'évaluation. Quels sont les critères alors qui sont définis, qui doivent être définis pour l'évaluation? Là, il faut être clair et précis en définissant, en déterminant ou en élaborant ces critères. Il y a une série de critères que j'ai identifiés et c'est à chaque personne, à chaque entreprise de les adapter, de se les approprier. Il y a le premier critère, ce sont les compétences techniques. Il faut évaluer les savoir-faire. Il faut évaluer les savoir-vivre, savoir-être. Il faut aussi évaluer les capacités d'intégration du salarié dans l'équipe, par exemple. Il faut évaluer les capacités d'adaptation aux différents changements de situation dans l'équipe ou dans l'entreprise. On peut évaluer l'intelligence émotionnelle. Là, il s'agit de gérer la capacité du salarié à pouvoir gérer ses émotions et celles des autres. C'est ça l'intelligence émotionnelle. L'autre critère d'évaluation, c'est l'intelligence pure. Là, c'est une capacité à évaluer les connaissances générales du salarié. Et l'autre critère, c'est la capacité de résilience. Et cette capacité, c'est cette capacité dont dispose un salarié à faire face à des situations difficiles, des situations compliquées, des situations voire qui sont stressantes.
L'autre critère d'évaluation, c'est le degré de créativité et d'imagination. Ça, c'est expliqué. Enfin, d'autres critères, c'est l'initiative, la capacité d'initiative du salarié, son expérience professionnelle, excusez-moi, là, il y a, c'est le genre féminin, etc., etc. C'est cet ensemble-là de critères qu'il faut mettre en place dans une entreprise pour évaluer. Et ces critères servent de base au référentiel dont je venais de parler dans le slide précédent, Quelles sont les méthodes courantes d'évaluation? J'en ai identifié 4 et c'est important de savoir quelle méthode, quelle technique utiliser pour pouvoir évaluer. La première méthode, c'est un entretien individuel d'évaluation. L'entretien individuel d'évaluation est une rencontre qui se fait en face à face entre le salarié et son supérieur hiérarchique direct. Et là, l'objectif est de dresser un état des lieux de la situation. Souvent, on parle de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, les difficultés rencontrées par le salarié et on se fixe de nouveaux défis, que ce soit la formation ou la mobilité interne, etc., etc. La deuxième méthode, c'est un entretien professionnel. L'entretien professionnel diffère de l'entretien individuel, en ce sens que l'objectif de l'entretien professionnel est d'évaluer l'employabilité d'un salarié. L'employabilité d'un salarié étant cette capacité à pouvoir être affecté ou réaffecté à un autre poste ou à maintenir son poste à un moment donné. Et dans l'entretien professionnel, il y a la partie qui peut se faire en entretien de groupe. Par exemple, si les salariés travaillent au sein d'une équipe de projet, on peut réaliser des entretiens professionnels pour pouvoir évaluer leur employabilité pour les maintenir dans le projet ou assurer leur formation, etc. Ou bien, il y a les assessment centers qui sont des techniques de recherche des compétences qui sont potentielles ou qui sont effectives, mais qui restent cachées dans l'intimité des salariés. La troisième méthode ou technique, c'est l'auto-évaluation ou la co-évaluation. Cette méthode est très importante car elle permet aux salariés de faire son autocritique et elle consiste en un remplissage d'un questionnaire relatif au travail du salarié même et ce questionnaire est rempli par deux individus, le salarié même et le supérieur. Et ce questionnaire va servir de base de discussion lors d'un entretien individuel. C'est important parce que le salarié aura identifié, aura participé à l'entretien, à préparer l'entretien individuel en mettant en place son autocritique. La quatrième technique ou méthode d'évaluation, c'est la méthode 360 qui est d'une manière générale une occasion offerte aux collaborateurs d'évaluer leur supérieur hiérarchique. Et là, il y a des critères qui doivent être précisés, mais aussi c'est une occasion pour le collaborateur d'évaluer, d'être évalué par ses pairs. Et je vous précise que la méthode 360 peut être restreinte aux seuls chefs de poste ou chefs de département hiérarchiquement inférieur. Et ça, on va parler de la méthode 180 degrés. Quand cette méthode est étendue aux clients et aux fournisseurs, c'est élargi. Donc les participants, les acteurs à l'évaluation deviennent de plus en plus nombreux en incluant les clients et les fournisseurs. Ça s'appelle une méthode à 540 degrés. Ce qu'il faut comprendre dans toutes ces méthodes, c'est qu'elles constituent une base de référence pour l'évaluation. Alors, quelles sont les pratiques à encourager dans l'évaluation?
il faut prendre en considération trois principales modalités pratiques. D'abord, il faut mettre en place les procédures. J'en ai parlé. Les procédures d'évaluation qui doivent être préalablement définies ou déterminées. Ensuite, il faut spécifier les points à aborder pendant l'évaluation. C'est important pour ne pas déraper. Troisièmement, il faut définir les conditions de validité pour que l'évaluation soit acceptée et la procédure acceptable. Pour cela, donc, la pratique à encourager, c'est l'élaboration d'une politique d'évaluation basée sur la rédaction des référentiels. Nous avons vu tout à l'heure les référentiels, le contenu des référentiels. L'autre pratique à encourager, c'est la préparation à l'avance. Donc, il faut anticiper les évaluations. Les évaluations ne doivent pas être quelque chose de subite ou quelque chose qui vient sans que le salarié le sache. Il faut anticiper. D'autres pratiques à encourager, c'est la personnalisation et l'individualisation de l'évaluation. Une évaluation doit être personnelle. Souvent, il y a les entreprises où les gestionnaires font semblant de faire une évaluation de groupe, alors que ces évaluations ne permettent pas de détecter les différents potentiels, les différentes potentialités qui existent dans les individus. C'est donc conseillé de personnaliser et d'individualiser l'évaluation. Et aussi, ça va permettre aux salariés de d'exprimer ses sentiments, de proposer ses améliorations, surtout à ne pas négliger l'auto-évaluation parce que là, le salarié aura le temps de faire son autocritique sur base de ce questionnaire dont j'ai parlé et ça va servir de base dans l'évaluation dans l'entretien individuel. Surtout, d'autres pratiques à encourager, c'est l'écoute et la communication. L'écoute de l'autre, donc l'écoute du salarié, mais aussi l'écoute de la personne qui est en train d'évaluer, de l'évaluateur. La communication reste le mot-clé de l'évaluation dans le processus d'évaluation. Donc, l'évaluation doit se faire toute l'année. C'est une pratique à encourager. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour faire l'évaluation. Sinon, il faut être périodique dans ces évaluations parce que ce sont des moments importants d'échange entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques. Donc, prévoir des moments d'échange réguliers. À la fin de l'évaluation, il est proposé de rédiger un compte rendu qui sera mis dans le dossier du salarié. Alors, quelles sont les pratiques à éviter? Là, il faut être clair que il faut éviter toute subjectivité et toute agressivité. La subjectivité, c'est ce fait de considérer, au lieu de considérer les pratiques, les critères qui sont définis, qui sont préalablement définis, et d'amener d'autres critères en dehors des critères qui sont préalablement définis. Donc, il faut éviter toute subjectivité. Il faut aussi éviter toute agressivité. Il faut maîtriser ses émotions. Il faut maîtriser, que ce soit entre l'évalué et l'évaluateur, il faut éviter toute agressivité et promouvoir une communication qui est saine, une communication limpide. D'autres types de pratiques à éviter, c'est le formalisme. Il faut éviter de réduire l'évaluation juste à la formalité. Donc, faire passer un simple entretien annuel et dire qu'on a fini. Alors qu'on oublie les avantages et les inconvénients qui se cachent derrière la pratique d'évaluation. Donc, il faut respecter les horaires, les objectifs. Ensuite, il faut
éviter d'opposer la multiplicité des objectifs visés avec la clarité des critères. Voilà les quelques pratiques à éviter. Quels sont les bénéfices d'une évaluation? Ils sont de désordre. Il y a des bénéfices pour le salarié et les bénéfices pour l'entreprise. Donc, quels sont les bénéfices pour le salarié? Il y a tout un tas de bénéfices, transmission directe aux dirigeants des difficultés, occasion de communiquer, il y a la suggestion des améliorations, il y a la communication des ambitions. Voilà, en quelque sorte, les avantages d'une évaluation pour le salarié, tandis que l'entreprise va bénéficier d'une écoute des salariés. L'entreprise va connaître les propositions d'amélioration qui sont données par les salariés. Et cela va permettre à l'entreprise de créer un climat d'épanouissement qui vise les performances des équipes, de manière générale les performances de l'entreprise. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu dans ce module? On a vu que finalement, l'évaluation n'est pas obligatoire dans tous ces points parce qu'on a vu qu'il y a des pratiques à encourager. Ce n'est pas toutes les pratiques qui sont obligatoires, mais l'évaluation est essentielle car elle a beaucoup d'avantages. Ensuite, l'évaluation se fait pour faciliter les orientations stratégiques. On a vu que à la suite d'une évaluation, l'entreprise peut décider de recruter, de former ou d'opérer une mobilité à l'intérieur, à l'interne. On a vu aussi que l'évaluation est un processus qui doit évoluer avec le temps et qui doit s'adapter à l'entreprise. Enfin, ce qu'on a vu, on a vu que l'évaluation est un processus d'appréciation des performances. C'est un processus important de mesure des performances, que ce soit des performances des individus, c'est finalement en général des performances de l'entreprise. On aura vu alors dans ce module le pourquoi de l'évaluation et le comment de l'évaluation. C'était Richard Ndaïsimier qui vous présentait. Vous pouvez voir mon adresse email et mon site internet. Et pour le moment, je vous dis au revoir et merci.